On est vendredi le 27 mai. C'est une journée pluvieuse, alors on reste à l'abri et on écoute info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bon vendredi à tous et à toutes et merci d'être à l'écoute comme à chaque semaine. Voici maintenant les nouvelles en bref. L'école primaire de Lac-aux-Saumons a bénéficié d'une subvention de 4 000 $ provenant du Fonds aux initiatives culturelles de la MRC de la Matapédia. Cette subvention a permis la réalisation du projet de la murale dans la cafétéria de l'école, porté par la ruche créative de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Ce projet artistique se veut une façon de dynamiser et de colorer l'environnement scolaire des jeunes. C'est l'artiste gaspésienne La Fée Couleur, alias Caroline Dugas, qui a réalisé l'œuvre. Le résultat final de cette peinture murale sera dévoilé au public ce lundi 30 mai lors d'un événement porte ouverte entre 15h15 et 17h à l'école primaire de Lac-aux-Saumons. C'est aujourd'hui que se terminait la 11e édition du congrès annuel de la Fédération des villages relais du Québec qui se déroulait à Desjolies sous le thème « Se mobiliser pour rayonner ». Outre la tenue de l'Assemblée générale, la Fédération des villages relais du Québec a aussi profité de cet événement pour dévoiler les lauréats de ses prix Inspiration 2022. Parmi ceux-ci, le prix Jacques Aymon a été décerné à la ville d'Amqui pour son projet de réfection de la passerelle Gilles-Napoléon-Pérusse. L'équipe de la Fédération a été impressionnée par la volonté de l'administration municipale d'appliquer des valeurs de développement durable, de respect de l'environnement et de mobilité active dans ce projet. Les 21 et 22 mai dernier se déroulait la 29e édition de l'Omnium Yves Lévesque, la plus importante compétition québécoise de volley-ball mixte. L'événement effectuait son grand retour dans la Matapédia après 2 années de pause pandémique. Près de 900 joueuses et joueurs de volley-ball répartis dans 121 équipes dans les catégories Open, A, B, C et Participation est en action sur les terrains de Sébec, Amqui et Cozaspcal. Les Amquiens Benjamin et Samuel Couturier ont contribué à la victoire de leur équipe dans la catégorie Open. En plus de regrouper des formations de plusieurs provenances, on évalue que l'Omnium Yves Lévesque génère des retombées économiques de quelques 300 000 $ pour la Matapédia et plus particulièrement pour les restaurateurs et hôteliers. Le comité organisateur confirme que l'Omnium sera de retour l'an prochain, la même fin de semaine de mai. Le marché public matapédien a annoncé sa prochaine saison qui débutera le 23 juin prochain sous le signe de la diversité. En ce sens, le marché accueillera de nouveaux producteurs et transformateurs agroalimentaires. Cette décision a été prise suite au sondage effectué auprès des consommateurs en avril dernier. Les répondants avaient répondu vouloir plus de diversité de produits. Il y aura également le retour du prêt-à-manger sur place. Pour toute information, vous pouvez consulter la page Facebook du marché public. Les MRC de la Matapédia et de la Métis se sont vus remettre une aide financière de 50 000 $ chacune. C'est dans le cadre du programme des stratégies jeunesse en milieu municipal que ces montants ont été attribués pour renforcer l'action et l'autonomie locale envers la jeunesse. Ce montant a été remis à la MRC de la Matapédia pour son projet de bourse Projet Jeunesse revu et corrigé et à la MRC de la Métis pour la mise en œuvre de son plan d'action jeunesse. 8 athlètes du club de natation Nataqui ont participé aux compétitions de la 3e session du championnat premier du NB à batteuse la fin de semaine dernière.
Plusieurs d'entre eux sont revenus avec des médailles au cou. Dans la catégorie des 10 ans et moins, Malik Boulanger a obtenu la médaille d'or aux 200 mètres brasse et la médaille de bronze aux 100 mètres brasse. 3 athlètes dans la catégorie des 15 ans et plus ont vu leurs efforts récompensés. Alexia Boulay a récolté la médaille d'or aux 100 mètres d'eau, l'or aux 200 mètres d'eau, l'argent aux 100 mètres papillon, l'argent aux 100 mètres du 4 nages individuel et l'argent aux 200 mètres du 4 nages individuel. Aurélie Gauthier a, quant à elle, monté sur la première marche du podium aux 50 mètres brasse, aux 100 mètres brasse, aux 100 mètres du 4 nages individuel, aux 200 mètres du 4 nages individuel et aux 100 mètres papillon. Pour le 200 mètres brasse, c'est sur la deuxième marche du podium qu'elle est montée. De son côté, Henri Lévesque a obtenu 2 médailles d'or, soit aux 100 mètres papillon et aux 200 mètres papillon. Alors, toutes nos félicitations à tous nos athlètes matapédiens. Le club de natation Natakoui a également été bien représenté à Québec. La coach et maître nageuse Catherine Genois est revenue avec une récolte imposante de médailles. Elle a gagné 2 médailles d'or, une aux 100 mètres QNI et une aux 400 mètres QNI. 4 médailles d'argent aux 200 mètres QNI, aux 100 mètres papillon, aux 200 mètres papillon et aux 50 mètres brasse. Alors, félicitations, Catherine. Cette semaine à l'émission, on parle des événements à venir dans la Matapédia. La troupe de théâtre amateur au gré du vent présente sa pièce de théâtre Mal de bloc à Saint-Damas. Il reste encore 2 représentations. Si vous voulez voir la pièce, vous aurez les détails un peu plus tard à l'émission. On parle du lancement de la campagne du cœur et de ses activités dans le cadre de la chronique Jason de la Fondation avec le président et la directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Suite aux récentes hausses du coût de la vie et dernièrement du prix de l'essence, je me suis entretenu avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, à ce sujet. Mais tout d'abord, des citoyens de la municipalité de Saint-Moïse s'opposent au projet de multiplateforme de gestion des matières résiduelles sur leur territoire et veulent mettre en lumière l'envers du décor du projet et invite la population à la session d'information publique du mardi 31 mai. On vous présente l'entrevue après la pause. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Une consultation publique virtuelle a eu lieu le 5 avril dernier sur le projet du plan de gestion des matières résiduelles commun entre les MRC de la Matapédia et MRC de la Métis. Il est question du projet d'installation d'une multiplateforme de gestion des matières résiduelles à Saint-Moïse. Par rapport à ce sujet, il y a plusieurs citoyens qui s'opposent à ce projet. Et pour en parler, je suis avec 2 citoyens de Saint-Moïse, François Tremblay et Suzanne Lavoie, qui sont avec moi. Bonjour à vous 2. Bonjour. Bonjour. Donc, juste pour mettre les gens dans le contexte, on fait l'entrevue ici parce que c'est ici qui serait le futur site pour la gestion des matières résiduelles. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le site, c'est le lot que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles a acheté. Et puis, c'est sur ce site-là qu'a été réalisé les études d'impact pour l'établissement de la multiplateforme de gestion des matières résiduelles. Dans le fond, il va y avoir un dépotoir, une plateforme de compostage, puis un écocentre qui vont être installés sur ce site-ci. C'est ces 3 projets-là qui prévoient instaurer ici, ce qui crée un petit peu la grogne ici à Saint-Moïse. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste... Est-ce que vous avez assisté, vous, à la séance virtuelle? Oui. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont expliqué?
Ben, ils ont expliqué que, au début, ils ne voulaient pas parler de Saint-Moïse, mais la plupart des gens qui étaient à la réunion voulaient parler du projet de Saint-Moïse, donc ils ont été forcés d'entendre les questions des résidents. Et puis ensuite, ils ont prévu une séance la semaine prochaine, le 31 mai, pour effectivement parler, parler de l'étude d'impact qui a été présentée au ministère de l'Environnement. Donc, ils sont rendus là, ils vont faire un petit exposé là-dessus. Et on a invité davantage de gens de Saint-Moïse à se présenter à cette réunion-là. Qui va avoir lieu, c'est ça, le 31, le mardi prochain. Ça va pour permettre de mieux informer les gens sur la situation et le projet? Oui, en fait, peut-être même pour les informer pour la première fois, parce que plusieurs personnes ne semblent pas avoir été mises au courant ou sinon n'ont pas compris l'information qui a été transmise par les médias. Et puis, c'est ça. Là, ils commencent à comprendre ce qui se passe. Là. Okay. Et puis, c'est ça que, comme je mentionnais, vous faites partie des citoyens qui sont pas vraiment d'accord avec ce projet-là parce que... Pour quelle raison? Parce que c'est pas vraiment un site qui est approprié pour ça? En partie. Bien, premièrement, demander ou vouloir faire ça à Saint-Moïse systématiquement, ça demeure un projet qui est injuste, inéquitable. Toutes les matières résiduelles de toutes les MRC, avec les plus gros pollueurs qui sont finalement les villes, Amqui-Montjoly, puis on choisit de venir mettre ça dans une petite municipalité. On impose, on détruit un site qui est naturel, qui est important, pas juste pour les citoyens de la place, mais aussi, ça finit que c'est les citoyens à proximité qui vont subir les conséquences à long terme, moyen long terme de ce site-là. C'est ça, puis il va toujours avoir des inconvénients avec l'exploitation de ce site-là, que ce soit le trafic lourd, les odeurs, les risques de contamination autour. Nous, à Saint-Moïse, on est une petite municipalité. On n'a pas nécessairement les ressources non plus humaines, techniques, etc. pour rendre ce genre d'exploitation-là sécuritaire, je pense. Puis c'est aussi, on dit qu'on veut gérer localement les déchets des deux MRC, mais dans le fond, c'est surtout dans le but d'économiser là, sur la gestion des déchets là, pour toutes les municipalités des deux régions. Donc, c'est un peu inéquitable là, qu'un des plus petits producteurs de déchets là, dans la région soit finalement celui qui va avoir à accueillir l'ensemble là, de tout ce qui est produit en termes de matières résiduelles. Ce que j'ai pu comprendre aussi dans la lecture du dossier, c'est que les gens n'ont pas vraiment été consultés quand ils ont fait le choix. En fait, ils ont fait 2 consultations publiques. Et lors de ces consultations publiques qui ont été faites pendant la COVID, donc on recommandait, même s'il y avait la permission d'avoir des regroupements de gens, les gens étaient quand même réticents à aller dans des réunions de groupes à l'intérieur, évidemment. Ça n'a pas aidé. Aussi, l'information, parfois, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis, mais il y a beaucoup de gens qui se sont pas sentis interpellés, là. C'est sûr qu'utiliser une multiplateforme de gestion de la matière résiduelle, ça n'est pas la même chose que de dire on va mettre un dépotoir à Saint-Moïse. Les gens ne comprennent pas nécessairement les mots, les expressions qui sont utilisées, puis je crois que c'est fait sciemment. Là, je veux dire, on parle de matière résiduelle. Tu sais, qu'est-ce que c'est vraiment les matières résiduelles? C'est des poubelles, un LET, un lieu d'enfouissement technique. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un dépotoir. Un écocentre, on dit éco, on dit « Ah, ça doit être écologique avoir un écocentre », mais en fait, c'est un centre de gestion des matières dangereuses, ni plus ni moins. Tu sais, fait qu'il y a toujours beaucoup d'ambiguïté. Les gens connaissent pas ça. Je veux dire, il y a des spécialistes pour ça. Nous-mêmes, quand on a commencé à s'intéresser à ça, mais il y a eu des heures de recherche. C'est quoi qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Puis, fait que ça, déjà ça, c'est dur à comprendre pour la plupart des gens. Puis, toutes les premières étapes aussi ont été faites par les élus, hein, c'est-à-dire le conseil municipal, je sais pas, le conseil des deux MRC, les conseils des deux MRC. Puis,
toutes ces séances-là, ben, quand elles ne sont pas tenues à huis clos, bien, il y a très peu de citoyens qui assistent à ça, qui vont lire les procès-verbaux ou les ordres du jour. Donc, c'est sûr que tout ça reste quand même assez... Ça, c'était pas publié assez... clairement non plus de la part de la municipalité. Ouais. Ça a été fait... Ça, on l'a pas vu passer, là. Même pour ceux qui étaient au courant, là. Puis là aussi, quand on regarde le terrain, on voit bien que s'ils veulent installer les choses ici, c'est pas juste « j'arrive puis on installe ». Il y a des travaux à faire, là. Il y a énormément de travaux à faire. Le terrain, en tant que tel, ne correspond pas à un lieu idéal pour installer un site d'enfouissement. C'est-à-dire que normalement, on recherche, comme par exemple dans le BAP à Rimouski, lorsqu'ils ont installé leur site ou agrandi leur site, ils ont fait une recherche dans tout leur territoire, eux, pour voir où serait le lieu le plus sécuritaire, c'est-à-dire un sol en glaise. Ils en ont trouvé à quelques endroits, mais comme ça menaçait, il y en a un qui c'était à Pointe-au-Père, ça menaçait des zones fragiles ou à risque là, naturels, les endroits où le lexivia allait être retourné, là, c'est le jus de poubelle, là, ils allaient remettre ça dans les rivières, puis ça allait aller dans le fleuve. Ils se sont dit, OK, on ne peut pas faire ça. Donc, ils ont décidé de réutiliser un endroit qui était déjà contaminé dans la ville. Parce qu'ils se sont dit, c'était responsable d'aller envoyer ça dans la nature. Voilà. Donc ici, il n'y a eu aucune recherche pour trouver le lieu sécuritaire. Ils ont juste focusé sur Saint-Moïse et les alentours. Puis Saint-Moïse, ce qui arrive, c'est que c'est une montagne. Donc ici, on est en altitude, 300 mètres d'altitude. C'est un des points les plus hauts de la montagne. Et les deux bassins versants, la Ristigouche et la Tartigou, prennent leur eau ici. Donc, si ça coule ici, si ça inonde, on voit bien que ça inonde, bien, ça se ramasse dans ces deux réseaux hydrographiques-là. Donc, éventuellement, dans l'eau de la vallée. Le lac Matapédia, puis tout jusqu'à Matane, finalement, la Tartigou. Mm-hmm. Donc, ça, ces deux bassins-là sont touchés. Ensuite, bien, à l'intérieur, on a la nappe phréatique. Dans l'étude d'impact, la nappe phréatique arrive à hauteur du sol. Donc, il faut s'attendre ici qu'il y a beaucoup d'eau partout. On est sur le chemin central, c'est du roc en dessous. Donc, pour pouvoir creuser les cellules, ils vont devoir exploser le roc. Ils parlent de 10 000 mètres cubes de roc, l'équivalent de 4 piscines olympiques, qui vont devoir être éclatées. Et tout le pourtour de ça, où c'est pas du roc, c'est de la matière organique. Donc, ça n'a pas de bonne portance. Donc là, ça veut dire qu'ils vont faire une grosse construction de 20 hectares sur un lieu qui n'a pas de portance, dans du roc éclaté. Et qui jute dans l'eau. Donc, on va avoir des cellules, membrane, pas membrane, qui vont avoir le fond dans l'eau en permanence. Ils vont devoir drainer en permanence. Donc, tout ça fait que c'est un beau plan d'ingénierie, assez complexe. Puis, c'est peu rassurant d'un point de vue de l'eau. Je veux dire, la montagne ici, c'est une purificatrice d'eau. L'eau à Saint-Moïse, elle est d'une excellente qualité partout. Vous installez une quelque part, on creuse un puits, c'est de la bonne eau potable. Est-ce qu'on veut risquer ça? Ça pourrait avoir un impact, là, ça, je comprends. Bien, certainement. Je veux dire, c'est sûr qu'eux vont toujours perdurer en disant qu'un lieu d'enfouissement technique, maintenant, c'est extrêmement sécuritaire. Mais les lieux d'enfouissement technique, ça fait pas si longtemps que ça existe. On n'a pas 50 ans de données là-dessus. Ça vient d'apparaître. Ces membranes-là, on ne sait pas. Et, les gens qui les vendent vont vous dire que c'est fantastique. Mais c'est ça. On n'a pas la preuve jusqu'à maintenant que ces membranes-là vont être durables éternellement. Parce que c'est éternel, un lieu d'enfouissement. Là. On ne fait pas disparaître les déchets. Ils sont là pour toujours. Donc... On les cache. On les cache, on les emballe bien. C'est comme mettre un ziploc. Vous mettez un ziploc comme ça, là, puis vous attendez que le temps fasse son œuvre. Est-ce qu'éventuellement, ça va couler? On se croise les doigts que ça coule pas. Mais là, il faut quand même préciser que le projet, c'est pas encore officiel. Mm-hmm. Est-ce que vous savez, là, sont rendus à quelle étape? Le projet a été déposé? Ils ont déposé l'étude d'impact environnemental. Donc ça, c'est à l'étude présentement. Les ministères impliqués, là, que ce soit la santé publique, l'environnement, etc., vont regarder ça. Puis s'ils ont des questions, ils vont retourner des questions aux promoteurs pour avoir des clarifications sur certains éléments là, de l'étude d'impact.
Ensuite de ça, si c'est approuvé, dépendamment de certains facteurs que c'est difficile à expliquer, que je ne comprends pas tout à fait, mais il va peut-être, ou en tout cas si c'est demandé, soit par la population ou par les organismes, une audience du Bureau d'audience publique en environnement, un BAP. Puis, suite à ça, il va y avoir la recommandation du BAP qui va être faite au ministre responsable, qui est le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, qui, lui, va donner les décrets pour aller de l'avant ou pas. Ils sont aussi, en même temps, le promoteur est aussi en train de préparer ce qu'il appelle les plans et devis pour connaître les coûts exacts là, de ce projet-là, parce qu'il y a eu des évaluations financières de fait aux premières étapes, mais là, ils vont aller vraiment voir avec les soumissions, puis ces choses-là. Et puis, dans le but de bien informer les gens de ce qui se passe du projet, vous avez lancé un petit, on peut appeler ça un petit journal, oui, qui s'appelle Le POG en colère. Donc, vous avez lancé le premier numéro, puis à l'intérieur, on voit bien, là, vous parlez de ce projet-là, qu'est-ce qui en découle. Pourquoi avoir eu l'idée de le faire sous forme de petit journal comme ça? Bien, c'est un peu c'est mon idée. En fait, Suzanne, elle travaille sur cette cause-là, si on peut dire, là, depuis quelques mois maintenant. Puis, bon, à un moment donné, j'ai eu cette idée-là un peu pour l'aider. Je me disais que c'était important d'informer à la fois la population, les conscientiser aussi, les mobiliser aussi, parce que les gens vivent, que je pourrais dire, du découragement, parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus, de ne pas avoir de pouvoir aussi, de changer les choses. Fait que c'était un peu dans le but d'informer les gens puis de motiver la participation citoyenne, mais aussi de créer, d'essayer d'avoir aussi l'attention des médias autour, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attention. On parle d'un projet de 40 millions. Je veux dire, si on faisait une usine de 40 millions dans le coin, là, on en parlerait là, toutes les semaines dans les journaux. Depuis 2 ans, là, il y a à peu près, j'ai compté là, sur Internet, TVA, Radio-Canada, qui sont les plus importants, là, 6 articles en 2 ans. Oui, puis c'est toujours des articles du promoteur avec ce qu'il a envie de dire dedans. Il y a juste un côté de la médaille. Il n'y a jamais l'opinion des citoyens. Puis, je veux dire... Jamais personne, je veux dire, les voisins, il y a des voisins qui... Les gens de la route Meluc, là-bas, l'eau, dans l'étude, ils parlent que l'eau, c'est à 1,6 km de leur puits. C'était pas au courant jusqu'à ce qu'on les appelle. Est-ce que c'est pas important de contacter directement ces gens-là? Est-ce qu'ils doivent se sentir concernés? C'est à côté de chez eux. Ils vont subir directement les impacts. Selon vous, pourquoi qu'ils ne donnent pas plus d'informations? Ou... Bien, je pense qu'ils sentent que l'information est suffisante. On a vu, il y a des articles dans le Mouton Noir, l'Avantage, sûrement dans l'Information, je ne sais pas. C'est des journaux qui ne viennent même pas ici. Je veux dire, vous pouvez aller chercher activement dans ces journaux-là, c'est correct. L'information, elle est là. Oui, elle a été publiée. Est-ce qu'elle a été publiée aux gens de Saint-Moïse? Non. Est-ce que les gens de Saint-Moïse ont été contactés? Non. Est-ce que les élus ont fait un effort pour informer leurs citoyens? Non. Même pas de bouche à oreille, là. Rien. Tout est disponible sur le site de la RITMR, excusez. Je suis rendue avec les expressions comme ça. La régie. Mais trouvez le lien pour aller sur la plateforme de Saint-Moïse. L'avez-vous cherché? Non, moi, j'ai trouvé ça. On le trouve l'information par vous, l'information que vous transmettez. Ça. Nous, on la met, on la rend disponible puis accessible. Je veux dire, l'étude d'impact, elle est disponible. Est-ce que les gens savent où la trouver? Non. Moi, avant d'être dans le comité de suivi, j'avais aucune idée où la documentation se trouvait. J'avais beau fouiller, je ne trouvais rien. Vous voulez que les gens s'informent? Je pense que le promoteur, puis qui est la régie, puis les MRC, font le strict minimum légal là, au niveau d'information. Ils font les publications peut-être dans les journaux, etc. Mais personne lit ça, les avis publics là, dans les pages des journaux. Bien, parfois, la dernière consultation, c'était même pas dans les avis publics. C'était, je lis le journal chez nous, c'était dans le Babillard.
Est-ce qu'on met des annonces comme celle-là d'une consultation publique d'un projet comme celui-là dans le babillard de l'avant-poste? Est-ce que vous trouvez que c'est... Bien, nous, on en a parlé aussi. Là. Nous, on l'avait diffusé, on avait parlé, on a fait une entrevue avec le responsable des MRC, justement pour annoncer qu'il y avait, qu'il y avait cette consultation publique-là. OK. Je suis désolée, je n'ai pas vu. Mais c'est ça, en tout cas, c'est difficile d'aller chercher toute l'information. Fait que c'est un peu pour ça qu'on a fait ce petit journal-là, pour donner de l'information. C'est, comme je disais, mobiliser, mais aussi dire à nos élus qu'on n'est pas nécessairement d'accord ni content avec la façon que ça se déroule. Il pourrait y avoir un peu plus d'informations qui est transmise. Et il devrait parler aussi des risques que ça comporte, parce que c'est difficile de prendre une décision éclairée quand on présente juste les avantages, mais qu'on ne parle pas des inconvénients. Puis je crois que ça, c'est important. Je veux dire, moi, j'ai travaillé longtemps dans les services financiers, puis tu n'as pas le droit de dire à un investisseur qu'il y a juste des bons côtés à investir dans des actions. Des fois, on le voit présentement, les marchés, c'est pas bon. Donc, je pense que dans un domaine comme ça aussi, il y a toujours du positif et du négatif, puis il faut informer les gens des deux côtés. Fait que nous, c'est un peu ce qu'on veut faire aussi. Puis s'amuser aussi, parce que voir ça aller, des fois, c'est déprimant, fait qu'on voulait faire quelque chose de drôle, puis avoir du fun aussi. Oui, bien, de le faire un peu sous cette forme-là, des fois, ça l'attire plus les gens. Des fois, avec un petit peu d'humour, on peut aller chercher les gens aussi. C'est digeste, l'information, on a essayé de traduire un peu. On a traduit, parce que le vocabulaire, on va s'entendre, un vocabulaire technique... C'est pas accessible à tout le monde. Bien, c'est pas... Je veux dire, moi, je travaille dans des vocabulaires techniques, puis j'ai un niveau d'éducation correct pour fonctionner dans mon milieu scientifique, mais quand j'arrive avec ça, je suis obligée de passer 1 heure à essayer de retrouver tous les mots, ce que ça veut dire exactement. Lieu d'enfouissement technique, il n'y a même pas de définition officielle. Il n'y en a pas. On va trouver ces définitions-là sur des sites de lieux d'enfouissement qui en créent. Il n'y a pas de définition officielle. Puis vous demandez aux gens de comprendre ce vocabulaire-là. C'est un peu injuste, là. Fait que là, les gens qui veulent avoir plus d'informations, qui veulent vous suivre, ils peuvent se procurer le POG en colère. Comment? Bien, ils peuvent le télécharger. On a mis des liens sur... on a une page Facebook qui est le POG en colère. Vous pouvez nous trouver là. Puis vous allez trouver tous les liens pour aller télécharger ce numéro-là. On compte en publier un nouveau après la rencontre du 31 pour un peu décrire qu'est-ce qui s'est passé. Puis donc c'est ça. On essaie on l'a diffusé un peu en papier, mais je crois que la méthode la meilleure qu'on a trouvée à date, c'est Facebook. Puis nous aussi, on ajoute certaines photos, d'autres petits articles à l'occasion, là, directement sur notre page Facebook. Parfait. Bien, François Tremblay, Suzanne Lavoie, merci beaucoup d'avoir accepté qu'on vienne vous rencontrer pour avoir une autre vision de ce projet-là, la vision des citoyens de Saint-Moïse, dans le fond. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci à vous, oui. Donc, si vous voulez avoir les informations et vous procurer le journal Le POG en colère, vous pouvez aller sur la page Facebook Le POG en colère pour trouver toute l'information. Et si vous voulez assister à la session d'information publique qui va avoir concernant justement le projet de multiplateforme de gestion des matières résiduelles, c'est à Saint-Moïse et c'est le 31 mai à 19h à la salle municipale. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je suis au centre communautaire de Saint-Damas parce que c'est ici que répètent les comédiens de la troupe Au gré du vent. Ils sont en préparation pour la pièce Mal de bloc. Alors, je vais venir voir comment ça se passe, mais chut, faut pas les déranger. Premier message. Oui, c'est Joseph. Coudonc, Monsieur Doucette, êtes-vous mort? Si vous êtes mort, dites-le. J'ai un tuyau qui coule, montadine. Deuxième message. Bonjour, Monsieur Doucet, c'est Maria, votre ange gardien.
Oubliez pas qu'on a une conférence téléphonique à 11h30 ce soir. On va vous faire passer direct chaussure au 7e ciel. Ciao! Troisième message. Monsieur Doucette, c'est Angèle. Avez-vous lu votre horoscope cette semaine? Si j'étais à votre place, je regarderais le prix des billets d'avion. C'est écrit que vos chances sont excellentes de faire un long voyage. Bonne journée, là! Je suis avec Martine Lavoie, qui est la responsable de la troupe de théâtre Au gré du vent. Bonjour, Martine. Bonjour. Et là, maintenant, avec la fin de la pandémie, le retour au théâtre, ça doit être intéressant pour vous de revenir sur les planches. Enfin, je vous dirais que le théâtre, c'est comme une famille. Donc, souvent, on s'ennuie de notre famille. Et les pratiques, c'est le moment où on se rapproche le plus. Donc, enfin, on a pu cet hiver pratiquer intermittent. Et là, on vous présente une production dont on est fiers. Et oui, enfin, on revient au présentiel. Donc, une première production depuis la pandémie. Vous avez choisi une comédie, ça s'appelle Le Mal de bloc. Pourquoi avoir choisi une comédie? Parce que je pense que c'est la première fois que la troupe joue une comédie. Tout à fait. On était beaucoup dans la valeur historique. On a eu des textes locaux. On a travaillé avec M. Bill Leblanc, avec Mme Denise Guénette. Mais là, on voulait avoir peut-être plus juste du plaisir, là. Alors, c'est une comédie qui était entièrement écrite par M. Simon Côté et que Isabelle Carignan a adaptée pour nous, parce que c'était beaucoup trop ambitieux pour nous de tenir des rôles principaux comme ça. Alors, elle a fait une réécriture, une mise en scène, et là, on se retrouve avec un beau mal de bloc, 2 propriétaires qui vont avoir beaucoup de misère avec leurs locataires. Et là, on a mis, là, c'est Isabelle qui a fait la mise en scène, donc elle a mis un peu sa couleur. Est-ce que ça varie beaucoup de l'histoire originale? Pas nécessairement. Elle a actualisé pour commencer parce que c'est une pièce écrite en 97. Donc, c'est sûr que les valeurs de l'époque, les stéréotypes étaient plus forts. Isabelle a vraiment mis au goût du jour et elle a surtout mis un côté artistique, visuel très fort que nous, on avait moins. Donc, en ayant l'aide de la MRC et du Fonds d'aide aux initiatives culturelles, on a pu aller chercher cette expertise-là. Donc, on se débrouillait bien, là, mais les costumes, la mise en scène, l'aspect visuel, on traitait moins ça. Et là, avec Isabelle, on a été bien servis. Et là, tu me disais que c'était l'histoire des propriétaires avec les locataires. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu une idée de ce qui se passe ou c'est secret? Non, ça va. Vous allez voir, c'est un peu 2 nouveaux propriétaires qui arrivent avec plein de bonnes intentions. Et là, les locataires font la tournée et c'est la descente aux enfers. Alors, les exigences qui se placent et qui se placent. Et là, la fin est une surprise, mais oui, ça va de plus en plus mal. ça ira pas bien. On espère que ça finit bien pour eux autres. On va le savoir. Il faut venir voir la pièce. Justement, en parlant de la pièce, il y a déjà 2 représentations qui ont été jouées, soit le 21 et 22 mai. Et le 4-5 juin, il y a 2 autres représentations qui s'en viennent. Donc, les gens qui sont intéressés à voir la pièce, parce qu'il ne faut pas la manquer, comment ils doivent se procurer les billets? Donc, on a le bureau municipal de la municipalité ici à Saint-Damas, au 776-2103. Je pense qu'à l'épicerie du village, vous allez trouver quelqu'un qui connaît un des comédiens. Donc, par la page Facebook de la municipalité aussi, je pense que vous allez pouvoir prendre des billets. Je vous invite à le faire parce que déjà des gens du 21-22 vont revenir nous voir le 4 et 5. Donc, je pense que ça vaut la peine de réserver ses places à l'avance. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça a bien été les 2 premières représentations. Nous étions très fiers. Le track a bien passé et le public, vous savez comment ça nourrit, là. Les rires étaient abondants. Il y avait des gens qu'on connaissait de nos familles, mais il y a quand même eu beaucoup de gens de l'extérieur. Alors, ça a été pour nous là, une très belle satisfaction. Puis là, le 4 et 5, on va se recrinquer pour avoir encore meilleur spectacle. Là, la pièce se joue à la salle communautaire de Saint-Damas, mais avez-vous l'intention de l'exporter, d'aller jouer ailleurs? Avez-vous eu des demandes? Pas encore, mais vous savez que quand on a la piqûre, on aime ça. On attend les offres, mais actuellement, là, il n'y a pas d'autres dates de fixer à l'horaire. On verra ce qui se présente. Donc, le succès de la pièce, oui, la metteur en scène joue un rôle, mais les comédiens aussi, qui jouent dans la pièce? Bien, nous sommes tous des gens de Saint-Damas, Saint-Noël, donc c'est des gens avec qui on a déjà travaillé. Est-ce que je nomme les noms de ces personnes-là? Oui. Bien, parfait. Donc, M. Clermont-Mius est mon conjoint. Après ça, il y a Céleste. Il y a Félix Nicolas. Ah, ben, je vais dire les vrais noms. Excusez, hein, ce qui arrive, c'est que je dis les noms de comédiens. Je reprends. Alors, Camille Carrier, Martine Bérubé, Marcel Caron, Fabien Vaillancourt, Clermont-Mius, Mario Gendron. Et je vais les regarder. Évidemment, il ne faut pas en oublier. Non, c'est ça, je vais les regarder. Ah, et ma belle Mylène Bélanger. Donc, c'est les 9 personnages. Et toi, tu joues dedans aussi. Oui, bien, justement, vu que la mise en scène a été faite par Isabelle, j'ai pu enlever cette charge-là qui habituellement revenait à moi bien humblement. Alors, j'ai pu jouer là à temps plein avec eux. Parce qu'habituellement, quand tu fais la mise en scène, tu joues pas dedans?
Très peu, parce qu'on sait ce que c'est, la mise en scène. On veut rester disponible. Sonorisation aussi. Donc là, Isabelle a pris en charge tous ces deux côtés-là. Ouf! J'ai pu avoir le plaisir d'être sur les planches. On va te voir à l'œuvre. Donc, le 4-5 juin prochain. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite bon succès avec les 2 dernières représentations qui restent. Puis, peut-être que quelqu'un vous demandera de l'exporter, de vous avoir chez eux. Bien, c'est bien. Merci d'être venu nous voir et toujours agréable de voir qu'on souligne les initiatives locales. Merci beaucoup. 4e message. Monsieur Doucette, c'est Monsieur Stade. Je vous ai demandé de me caler du chinois. Il n'est toujours pas arrivé. Coudonc, avez-vous un plancher? 5e message. Monsieur Doucette, c'est Constance Daigle, la nouvelle locataire qui aménage bientôt. Justement, je me demandais, fournissez-vous les boîtes pour le déménagement? Je voulais aller m'en chercher en arrière du centre d'achat dans le conteneur. C'est rendu qu'il barre. Faut payer pour le maudit de boîte usagée. Rappelez-moi là. Bonjour. 6e message. Oui, c'est Brigitte. Mon air climatisé est toujours pas réparé, Monsieur Doucette. Attendez-vous que j'aille vous étouffer? Vous allez voir c'est quoi manquer d'air. Puis si vous êtes mort, ben dites-le, esti. Bon, ben, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Non, mais ça a l'air d'être une maudite belle cale. Donc, je suis en présence des comédiens de la pièce Mal de bloc qui sont avec moi et ils vous attendent. Donc, si vous avez envie de voir une belle pièce et de rire un bon coup, ça se passe ici à la salle communautaire de Saint-Damas. Alors, tout le monde ensemble, on vous souhaite bon spectacle! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est le moment de la chronique Jason de la Fondation. Bien entendu, on parle de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Cette semaine, je n'ai pas juste un, mais 2 invités. Je suis avec Louis Doyon, président, et Diane Arbeau, qui est directrice générale de la Fondation. Bonjour à vous deux. Bonjour, Marc. Alors, tout d'abord, Diane, je pense que tu veux nous parler du conseil d'administration, parce qu'on n'en a pas parlé souvent du conseil d'administration de la Fondation. Effectivement, c'est qu'on parle de la Fondation, mais on ne sait pas qui fait partie de cette belle équipe. Donc, M. Louis Doyon est le président. On a comme administrateur Bertin Lévesque, Chantal Lefrançois, Mme Jeanne d'Arc Voyer. On a maintenant aussi Noël Fournier, Dr. Catherine Poirier, mon Dieu, tu blâmes mes mots. Ça arrive. Et c'est ces gens-là qui font partie du conseil d'administration. C'est une belle équipe avec qui on travaille presque à tous les jours. Oui, on jase souvent. C'est ça, c'est important de les nommer. Fait que, bienvenue à M. Doyon qui est avec nous. Merci bien. De venir participer à la chronique. Bien, tout d'abord, je vais commencer avec toi. Et puis, ça fait combien de temps que tu es impliqué? Ça fait une quinzaine d'années que je suis impliqué au niveau de la Fondation. Ça fait 7 ans que je suis président de la Fondation. Fait que c'est sûr que là, j'ai été impliqué dans plusieurs acquisitions d'équipements au niveau de la Fondation Action Santé. Et puis toi, Diane, ça fait combien de temps que tu es dans la Fondation? Je suis directrice générale depuis septembre dernier. Bon, c'est tout nouveau. Ah, c'est ça. Toute jeune directrice. Jeune, merci beaucoup, Marc. On parle du poste. Oui. Je taquine. Oh oui, il n'y a pas de problème. Et c'est quoi vos réalisations là, depuis que vous êtes dans la Fondation? Sur quoi vous travaillez principalement? Bien, on a acquis plusieurs équipements depuis plusieurs années pour aider, dans le fond, aux soins des patients dans la Matapédia, aux soins suivis médicaux puis aussi des diagnostics. Au niveau des équipements, je peux faire une petite liste, disons, résumée. On a acheté un appareil d'échographie physicale portatif. Après ça, un détecteur de position endoscopique, des lits à l'urgence pour le confort des patients, un moniteur fœtal, des fauteuils au département d'oncologie pour le confort des patients, un appareil Fast Echo pour le diagnostic, un moniteur physiologique et système de télémétrie. Aussi plusieurs autres types d'équipements qui aident au diagnostic de la maladie, après ça, de suivi médical, puis au confort des patients. Fait qu'il n'y a pas seulement l'hôpital qui bénéficie de nos équipements, ou de la résidence Marianne-Ouellette aussi en définitive. Fait que on est vraiment diversifié au niveau des équipements pour
le service aux patients dans la Matapédia. Puis toutes ces accusations-là sont possibles en raison des diverses campagnes que vous faites. Puis d'ailleurs, il y en a une qui revient bientôt, c'est la campagne du cœur. En quoi ça consiste? Bien, la campagne du cœur, dans le fond, c'est un moment de diversion au niveau des événements, des activités de financement. C'est ce qu'on a. Ce qui s'en vient, c'est le 19 juin, c'est la marche, dans le fond, au talon, dans le fond, pour la Fondation. Oui, chaussez vos talons. Chaussez vos talons, c'est ça. On va revenir tantôt, on s'en restera pas de mal. C'est ça. Mais aussi, il y a différents types de financement, comme on a des demandes aux entreprises, par courriel, ainsi de suite, c'est Diane qui s'occupe de ça. On a des dons in memoriam aussi, on a dans le salon funéraire aussi. Puis après ça, aussi, il y a la loterie des employés de l'hôpital d'Amqui. Il y en a des billets d'auto, puis les ramassés vont à la Fondation. On peut aider aussi la campagne pour l'objectif qu'on va avoir durant l'année. Ouais. Mais cette année, il y a un surplus, c'est qu'à cause de notre 35e, on se garde une portion qui va être à l'automne et à l'hiver. On va offrir des coffrets cadeaux, souvenirs de notre 35e. Considérant qu'on ne peut pas faire de souper de soirée d'ensemble, avec les 2 dernières années qui ont été un peu problématiques, fait qu'on va remettre la possibilité aux gens d'accueillir un produit souvenir du 35e. Ça fait que ça va faire partie de notre campagne du cœur. Mais en attendant, l'objectif, comme Louis dit, il n'est pas atteint encore. Fait qu'on a besoin de tout le monde. C'est quoi l'objectif cette année? C'est 60 000 dans le fond. Oui. Parce que l'appareil, après, on va acheter, dans le fond, le conoscope pédiatrique, là, qui met des soins aux enfants aussi, aux jeunes adultes qui ne peuvent pas avoir le conoscope régulier, dans le fond, à l'hôpital. Okay. Puis cet appareil, le conoscope pédiatrique, mais ça va être très intéressant pour l'équipe médicale. Dans le fond, ça va ouvrir les médecins qui viennent travailler ici pour les conoscopies, mais ça va être un plus-value pour les résidents de la Matapédia. C'est un appareil très important. Là. Oui. Ouais. Ça va être ça empêche les patients de se placer à Rimouski pour suivre leur examen. Mais on va avoir une rétention des patients dans la Matapédia. C'est le plus important, dans le fond. Puis elle débute quand, la campagne du cœur? C'est-tu commencé? C'est commencé. C'est commencé. Fait que dès maintenant, les gens qui veulent faire des dons ou qui veulent contribuer, c'est possible de le faire? Oui, c'est possible de le faire. Fait que il y a les événements, comme vous mentionnez, qu'on peut apporter des dons. Y a-t-il d'autres façons? Le site Internet, comme disait notre travail là-dessus. Oui, c'est ça. Bien, il y a la page Facebook, il y a un site Internet qui commence à être en ligne. Je donne en ligne. Maintenant, on est associé à Je donne en ligne avec la Fondation. Fait que c'est plus facile. Il va venir d'autres facilités à l'automne. On est en train de mettre en place un système beaucoup plus actif et pratique. C'est pas la première année que ça existe, la campagne du cœur. Fait que vous avez déjà quand même pu acquérir plusieurs appareils aussi avec les autres années précédentes. J'ai mentionné quelques appareils, mais on a une centaine d'appareils. Là. On a ramassé en argent depuis 1 million de dollars depuis plusieurs années, plus de 1 million. Fait que c'est ça, chaque année, on a un objectif différent. C'est notamment des besoins, mais d'équipes médicales ou comme des résidences comme Marine Ouellette aussi. Oui, souvent les gens... Certains départements aussi, à l'hôpital aussi. Les gens oublient ça des fois, parce que toutes nos campagnes ou nos levées de fonds, le 100 des argents ramassés reste vraiment dans optimiser nos soins ou sa propriété des équipements qu'on a besoin dans certains départements. Puis c'est pas juste à l'hôpital. Et j'ai vu dans les anciennes archives, il y avait des places dans des résidences privées où on aidait les gens pour maintenir nos aînés en résidence avec des soins de qualité. Donc, c'est important. Tous les sous sont mis à la bonne place. Fait qu'on lâche pas, on continue à donner, on continue à encourager. Y a-t-il d'autres événements qui s'en viennent également? Bon, on parlait du 35e tantôt, là. Oui. OK. Fait que ça va être vraiment dans le but dans notre continuation de la campagne du cœur. Il va y avoir, comme ça, des produits qui vont être mis sur le marché. Fait que 35 ans, on ne fait pas ça tous les jours. J'ai toujours dit que vieillir est un privilège. On fait ça une fois aux 35 ans. Vous allez voir passer des belles publicités, là, puis du contenu pour offrir nos produits de marketing. Super beau. Mais c'est vraiment... bravo, félicitations. 35 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup de temps pour les gens qui s'impliquent. C'est un bel exploit, là. Ça va bien. Fait que si ça fait 35 ans que ça dure, c'est que les gens sont généreux aussi. Oui, on continue de poursuivre. Oui. La communauté matapédienne est généreuse. Les entreprises aussi sont très généreuses aussi. Ils comprennent les besoins de la population aussi au niveau des soins de santé. Là, les gens sont généreux. Oui, puis la santé, c'est important. Fait que on est mieux d'investir tout de suite pour avoir des bons soins.
puis que ça allait mieux après. En plein ça. Hein? En plein ça. Bien, avant de finir, Diane, Oui. c'est sûr qu'on va revenir sur l'événement Chaussez vos talons qui va avoir lieu le 19 juin. Oui. À ton dernier passage, on en a parlé. On avait lancé un avis de recherche pour retrouver les participants qui étaient à l'édition 2013. Oui. On est rendu. Est-ce que les gens les dénoncent? Est-ce qu'on commence à les retrouver un peu? Bien, je te dirais, Marc, oui, j'ai eu quelques personnes qui m'ont appelé. Diane, j'ai reconnu le tel là-dessus. Puis c'était comique, là. C'était comique parce que, dans le fond, ce qu'on voulait, sensibiliser la population qui dénonce les gens, parce que ces gens-là, qui étaient là en 2013, on les réinvite cette année. Et j'ai envoyé des petits messages à certains. Je peux compter encore sur ta présence cette année. Fait que je suis en attente. Mais on dirait qu'une petite gêne. Les gens ne s'inscrivent pas tout de suite. C'est long un peu. Fait que je sais qu'on va avoir des belles surprises le dimanche, mais on veut se préparer, on veut planifier la sécurité, les effectifs, tout ce qu'on a besoin. Donc, on demande aux gens de s'inscrire rapidement. Fait que si vous savez que vous voulez participer, là, attendez pas. Dites-le, avisez que vous allez être là. Oui, c'est ça, c'est important. Tout à fait, oui, pour l'organisation. Parce que y a 50 personnes puis 300, c'est pas pareil, là. C'est pas la même organisation. Non, c'est pas la même organisation. Relié à ça, dans le fond, Diane me parlait tout à l'heure, au niveau du frais d'inscription de 100 puis certaines personnes peuvent se faire commencer par des amis ou de la famille. C'est ça. Fait que c'est une façon différente de participer aussi là, à l'événement. C'est ça. Il y a plusieurs façons de participer, fait que... Oui. Faut être imaginatif. En souhaitant que le beau temps soit de notre côté. J'ai envoyé une lettre à Dame Nature. Dame Nature, elle a dit qu'elle participerait. Elle n'a pas répondu. Elle aussi, elle attend la dernière minute. Effectivement. Moi aussi, Marc, je n'ai pas oublié de te dire, tu sais que notre présidente d'honneur, c'est la belle Geneviève Charret. Oui, c'est vrai. Pour la Fondation du Cœur. Pour la Fondation. Pour la campagne du Cœur. Oui, pas la Fondation. Oui, la campagne du Cœur. Parce que Geneviève va être avec nous la fin de semaine de la fête des pères. Elle va être là aussi pour la chose. Oui, elle va être là. Un bel argument pour inviter les gens à y aller. Et si les gens s'inscrivent, en tout cas, on ne fait pas de promesses, là, mais j'ai su qu'il y aurait probablement un spectacle qui va avoir lieu dans l'Agora dans l'après-midi de notre marche. Oh. Donc, c'est lancé. C'est lancé. Fait que la marche, dans le fond, là, c'est une belle occasion de rencontrer les gens, de venir fêter en famille. Puis c'est un rassemblement familial. Fait que les gens arrivent au parc, contribuent à la fondation. Il va y avoir des petits comptoirs, probablement que ce soit nos produits, comme en 2013, des cupcakes, la limonade, tout pour être heureux, finalement, puis passer une belle après-midi. Ce n'est que du plaisir, puis on contribue à une bonne cause. Quoi demander de mieux? Il faut qu'ils viennent. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Donc, Louis Doyon, qui est président, et Diane, qui est directrice générale de la Fondation Action Santé de la vallée de la Matapédia. Donc, merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup. C'était un soir agréable. Et, on invite les gens. Ben oui. Il faut être présent. De plus en plus de gens qui vont être présents le 19 juin. Oui. Ça va être vraiment plus pour la Fondation, pour réaliser notre objectif là, de 60 $ pour l'achat du coloscope pédiatrique. C'est ça qu'on veut, dans le fond, que le plus grand nombre de personnes participent à l'événement. Le 100 $, moi, des fois, je fais toujours des comparaisons. Quand je veux atteindre un objectif, me payer un voyage ou acquérir quelque chose, je compte ça en café, moi. Le nombre de cafés. Ah. C'est ça. C'est tant de café, fait que je me prive de tant de café. Je dirais pas une bouteille de vin, là, ça irait trop vite. Tu serais plus généreuse? On fait des farces. Oui, tout à fait. Faut rire. Oh, oui. Ben oui. C'est le plus beau remède qu'on dit. Hein? Dis, si tu ris tant d'heures, c'est tu te sauves du médecin puis de tout. Oui, ça guérit bien des choses. Ben, ça a l'air. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Alors, j'invite les gens qui veulent participer à l'événement Chaussez vos talons qui va avoir lieu le 19 juin. C'est le moment de vous inscrire. Si vous voulez contribuer à la campagne du cœur, c'est le temps aussi. Vous pouvez consulter la page Facebook de la Fondation Action Santé de la vallée de la Matapédia pour avoir tous les détails et pour savoir comment contribuer là, financièrement au projet. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Allez, Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30.
Ces derniers jours, quand vous allez faire le plein d'essence, vous avez dû remarquer que la facture est assez salée. Donc, le Parti québécois propose une solution pour geler la hausse du prix de l'essence. Pour en parler, je suis avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Bonjour, Pascal. Bonjour. On vit quelque chose de pas évident ces temps-ci parce que la hausse de l'essence, ça devient très, très dispendieux. Et le parti, je pense, veut proposer quelque chose, une solution. D'abord, c'est une réalité qu'on vit tous. Le prix de l'essence est tellement élevé qu'il y a un impact sur les automobilistes, sur le monde agricole, sur les camionneurs, sur notre économie, sur le prix des denrées. Donc, c'est l'enjeu dont on discute le plus. Et il y a des gens qui se privent présentement de s'acheter des denrées alimentaires ou de voyager, aller voir leurs proches, voire même pour des soins de santé, parce que c'est trop élevé. Donc, ça, c'est un enjeu important. Comment on y répond? Par une proposition. Et on a regardé au Parti québécois qu'est-ce qui se fait en Europe dans plusieurs pays. Ils sont capables de plafonner le prix de l'essence pendant une courte période. Donc, pendant 6 mois ou pendant 1 an, en disant aux pétrolières, écoutez, vous ne pouvez pas vendre le prix plus haut que ça. Vous irez chercher dans votre marge de raffinage. Parce que c'est ça qui a augmenté beaucoup quand on regarde les taxes, le prix du brut et puis la marge de profit pour les stations-service. Je veux clarifier quelque chose, là. On ne s'attaque pas aux stations-service locales. Le problème, il n'est pas là. Eux autres n'ont pas de pouvoir là-dessus non plus, je pense. Ils n'ont pas de pouvoir, puis c'est les nôtres. C'est notre monde, ça. C'est nos commerçants locaux. Alors, ils sont avec nous là-dedans. Les marges de raffinage ont augmenté de façon considérable. Je vais vous fournir un tableau que vous allez pouvoir intégrer certainement à notre entretien qui démontre que c'est là que ça se passe. Il y a des gens qui abusent de la situation dans le monde ou qui trouvent des prétextes pour augmenter leurs profits. Ce qui fait en sorte que les gens souffrent. Alors, on ne peut pas dire, bien, on attend les voitures électriques puis on va s'affranchir du pétrole. Oui, à terme. Mais en attendant, il faut proposer quelque chose. Et on est les seuls qui ont eu le courage de dire, on plafonne à 1,60 $. Voici comment on va faire. Ça a déjà été tenté en 2007. Claude Béchard, à l'époque, était ministre, l'a tenté. Là, les Européens le font et on le propose. Il y a des gens qui ont souri, ils ont dit ça ne fonctionnera pas. Bien, regardez ce qui se passe en Europe. C'est une excellente proposition. Puis moi, je peux vous dire que les gens de chez nous, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Oh, quelle excellente proposition! » Puis allez-y, M. Bérubé, avec votre organisation. Donc, on va continuer. Ça, c'est le prix de l'essence. Le prix des denrées alimentaires continue d'augmenter de façon considérable. J'écoutais ce matin encore là, 5 puis ça augmente sans arrêt. Denrées alimentaires. Hydro-Québec, 2,6 d'augmentation le 1er avril. Encore une fois, on pourrait redonner les trop perçus d'Hydro-Québec aux consommateurs. Donc, moi, la question du coût de la vie, ça m'anime beaucoup. Je vis la même chose que pas mal tout le monde. J'en fais de la route et je peux vous dire que c'est ça qui me préoccupe le plus. Dernier élément, le logement. J'ai jamais eu, depuis que je fais de la politique, autant d'appels de gens qui cherchent des logements abordables, de qualité pour héberger leur famille, souvent des mères monoparentales avec quelques enfants. C'est désespérant. Alors, on travaille là-dessus. Aujourd'hui, d'une certaine façon, on y répond. En partie, 18 places à Sébec, mais il y aura des projets ailleurs aussi. On a besoin d'habitations à prix modique. On a besoin de promoteurs qui ont envie de s'engager à offrir une offre abordable. On a des gens qui n'ont pas les moyens d'investir plus dans le logement, dans l'alimentation, dans l'essence. Alors, moi, comme député, je vous le dis, là, chaque jour, là, j'essaie de trouver des façons pour que ça coûte moins cher aux gens. Je partage même les rabais d'épicerie sur ma page Facebook. Ça vous donne une idée. Oui, parce que là, tout augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Donc, les gens n'ont pas plus... On va créer plus de pauvreté, là. Oui, et il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des prestations fixes, des rentes ou l'assurance-emploi ou à la pension de vieillesse. Donc, on sait d'avance que ça n'augmentera pas, en tout cas pas rapidement. Même chose pour le salaire minimum. Donc, il faut faire des choix. Il faut couper à quelque part pour garder l'essentiel. Et je sais, moi, qu'il y a des gens qui se privent de nourriture. J'ai eu un cas dans la Matapédia très récemment d'un homme qui m'a écrit « J'ai plus rien à manger ». Alors, moi, ça m'a touché en plein cœur. On a trouvé une façon de l'aider, mais ça m'a fait de la peine. Je sais que ça existe, mais c'est rare que les gens appellent à ce point-là pour nous le dire. Alors, il y a des gens qui se privent de manger pour faire d'autres choses, et ça, c'est inacceptable d'une société supposément riche. Alors, je pense à tout le monde. Puis le pétrole, je vous le dis, c'est à la fois moi avec ma petite auto, les F-150 de nos entrepreneurs, les camions de nos fiers camionneurs de la Matapédia, les fermes, les tracteurs, tu sais, le diesel. On est une région qui vit dans le gaz.
puis dans le diesel, puis ça fait partie de la réalité rurale. Faut pas avoir peur de le dire. Moi, j'étais un député rural, puis je défends du monde qui conduisent des véhicules qui ont besoin pour leur travail, pour leurs outils. C'est ça, moi, mon travail. Alors, je défends ce monde-là, puis je défends une baisse du prix de l'essence. Et là, est-ce que votre proposition va être étudiée à la Chambre des communes? Bien, là, M. Legault et le gouvernement de la CAQ ont dit qu'il n'allait pas descendre le prix de l'essence, parce que ça, ce qu'il aime mieux faire, c'est envoyer un chèque avant l'élection. C'est épouvantable. Alors, au lieu là, de répondre à la souffrance qu'on vit présentement, il est mieux se garder un chèque à envoyer plus tard. Ils ont fait ça il n'y a pas longtemps, 500 $, puis ils l'avaient fait en janvier. Alors, ils sont là-dedans. Moi, je pense qu'ils devraient réagir tout de suite et baisser le prix de l'essence. C'est pas comme si on avait un métro, métro étant un métro souterrain, pas une épicerie, et des autobus, là. On n'a pas de transport en commun ici. On a un peu de transport collectif. On n'a pas d'alternative. Donc, pour des gens comme ici, si on veut aider, bien, on plafonne le prix de l'essence, à tout le moins pour un premier 6 mois. La loi nous permet de le faire. Alors, c'est une idée géniale. Tout le mérite revient à Paul Saint-Pierre Plamondon, notre chef, qui sera d'ailleurs à Rimouski samedi matin pour le choix de notre candidat. J'invite les gens à nous appuyer là-dedans et à me parler de ce qu'ils vivent présentement. Comment ils balancent leur budget avec l'essence, le loyer, le prix des denrées alimentaires. Moi, ces histoires-là m'intéressent. Puis il y a des gens aussi, moi j'ai des cas récemment de gens qui ont besoin de dentiers, qui sont sur l'aide sociale, puis que là, les denturologistes ne les prennent plus parce que Québec ne paye pas assez. Ça va faire sourire bien du monde, en tout cas ceux qui ont des dents, mais c'est pas drôle, là. Moi, je suis pas capable de leur porter assistance. Je vis des choses comme ça quotidiennement. Mon bureau est une clinique sans rendez-vous. Alors, je prends tout le monde comme un médecin, puis on essaie de répondre au plus de demandes possibles. C'est sûr que si les gens commencent à vous appeler, c'est que là, l'urgence est palpable. C'est le dernier recours, c'est tout le temps ça, je suis habitué à ça. Monsieur Bérubé, sauvez-moi d'une certaine façon. On y arrive souvent, pas tout le temps, dans la limite des moyens qu'on a. Il y a des gens qui veulent qu'on intervienne des fois pour des choses qui n'ont aucun sens, mais quand c'est possible, on le fait. Alors, dans un grand territoire, je l'ai dit encore une fois, ce comté-là, c'est 45 municipalités différentes sur un territoire immense de 3 MRC. Donc, c'est complexe, mais on fait de la route, puis on a une équipe, puis on fait pour le mieux. Mais c'est pas simple, mais on le fait bien. Donc, ça va être des enjeux là, qui vont être présents dans la campagne électorale. Le coût de la vie, en ce qui me concerne, ça va être au centre. Soins de santé, coût de la vie... j'allais dire nos projets régionaux, mais quand je regarde les annonces qu'on a dans notre comté, ils sont à peu près tous réglés. Il m'en manque un important à Matane. Pour le reste, tout a été financé, puis il y a une belle démonstration. Quand on voit les millions qui sont annoncés dans le comté, bien, on voit bien que ça ne change pas grand-chose du pouvoir ou dans l'opposition. Il y a une différence. Dans l'opposition, je ne suis pas dans l'opposition dans le sens que je finis premier, et j'ai le droit de parole pour interpeller les ministres, puis j'ai une bonne relation avec eux. Alors, je pense que les gens sont satisfaits de la situation, puis ils me le font savoir. Tu vois, ils veulent s'assurer que je sois là cet automne. Ils me disent, M. Bérubé, lâchez-nous pas. Revenez cet automne, on va vous appuyer. Bon, je vais prendre aux mots, je vais prendre des notes sur qui m'a dit ça. Mais oui, j'ai envie de continuer. Puis si les gens sont... On a fait un sondage récemment, là, puis il y a un taux de satisfaction assez élevé. Si les gens qui sont satisfaits de mon travail veulent que je reste, je les invite à m'appuyer cet automne. Le plus tôt je vais le savoir, le mieux c'est. Oui, ça fait parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour la Matapédia. Et puis, Un gros été, mais je dirais un blitz jusqu'à la fin juin pour régler le plus de dossiers possible. On s'en est déjà parlé de ça, qu'on a une fenêtre là, d'opportunité. Il reste 3 semaines à l'Assemblée nationale où il y a des projets adoptés, mais il y a des choses que j'aimerais attacher. Quelques annonces qui nous manquent, puis des autorisations, mais sinon, à peu près tout réglé ce qu'on avait. Tout est en préparation presque réglée. Notre nouveau CPE, si vous passez devant Amqui, vous allez voir que c'est construit. On va pouvoir faire une inauguration en 2022, assurément. Donc, plein de bonnes nouvelles. La nouvelle passerelle à cause abscale, je pourrais vous en nommer plein. Là, je les connais par village, je peux vous les dire. Alors, c'est là qu'on en est. Puis, on a une belle année. 2022 à date, à part la pandémie. Pour la Matapédia, il se passe des belles choses. Bien, merci beaucoup, Pascal Bérubé. Puis c'est toujours agréable de pouvoir discuter de vous et de voir que vous tenez à cœur là, les problématiques de la Matapédia. Oui, alors c'était Pascal Bérubé en direct de Sébec. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui met fin à cette édition du 27 mai de Info.tvc. Merci de votre fidélité.
Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode à Cause-Abscale. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30. Cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur grise. Pour ceux qui veulent assister à la séance d'information concernant la gestion des matières résiduelles à Saint-Moïse, ça se passe mardi le 31 mai à 19h au centre communautaire. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve vendredi prochain pour débuter le mois de juin en beauté.